Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nancy, Nancy Forum Bois Construction. Et avec mes deux invités, nous allons parler emploi, nous allons parler attractivité, nous allons parler formation. Enfin, vous avez compris, on va s'intéresser au métier du bois. Pour en parler donc avec moi, Mélanie Collin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet à la Maison de l'Emploi du Grand Nancy. Qu'est-ce que c'est la Maison de l'Emploi du Grand Nancy ? La Maison de l'Emploi du Grand Nancy, c'est vraiment à ne pas... les maisons de l'emploi tout court, à ne pas confondre avec, par exemple, Pôle emploi. Ce sont des outils territoriaux. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire se rencontrer des partenaires qui sont publics, privés, des élus, des acteurs locaux et de pouvoir faire ensemble un programme d'action qui soit réactif et concerté en fonction des besoins du territoire. Et on va voir qu'on a des besoins dans les métiers du bois. À côté de vous, monsieur, Pascal Triboulot, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, directeur honoraire de l'ENSTIB et vous êtes aussi vice-président de FIBois Grand Est. Autrement dit, vous êtes un acteur important du bois dans la région, si j'ai bien compris. Important, je ne sais pas, mais c'est vrai que les problèmes de formation autour de cette filière forêt-bois, ce sont mes problèmes de tous les jours depuis près de 40 ans. Voilà, donc une bonne connaissance du sujet. On va commencer par vous, Mélanie Collin, et je voudrais... vous allez nous parler d'un projet que vous mettez en place en ce moment qui s'appelle Arborescence. De quoi s'agit-il ? Alors, Arborescence, c'est un projet, un partenariat déjà entre l'interprofession FIBois Grand Est et les 8 maisons de l'emploi du Grand Est, sachant qu'aujourd'hui sur le territoire vosgien, c'est la communauté d'agglomération d'Épinal qui a repris cette compétence-là. Et en fait, l'objectif, c'est de développer les compétences et l'emploi des entreprises pour répondre au fort potentiel de la filière. Donc déjà dans un premier temps, dresser un diagnostic, savoir quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'elles fonctionnent, et puis à partir de là, déployer un plan d'action co-construit avec elles et sa mise en œuvre. Pourquoi ce besoin ? Pourquoi on a ressenti le besoin de faire cette action ? Parce qu'on sait qu'il y a de très belles opportunités dans la filière forêt-bois, mais on manque de candidats. Et on sait aussi que les entreprises, elles nous disent clairement qu'elles manquent de profils, elles manquent de candidats, ou alors c'est des profils qui ne sont pas du tout adaptés. Donc réussir à faire un état des lieux qui nous permettent de comprendre exactement quels sont leurs besoins, et après de trouver des solutions innovantes et d'expérimenter des choses en fait. Quand on parle d'état des lieux, ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce que vous mettez en face ensuite ? Alors l'état des lieux, ça a été rencontrer 80 entreprises de tous les segments de la filière. On est allé voir des entreprises de sylviculture, des scieries, de la construction, de l'ameublement, de l'industrie bois et papier, de toute taille, et implantés sur des secteurs très différents, qu'ils soient publics, qu'ils soient urbains ou ruraux. Et puis connaître quelles sont leurs méthodes de recrutement, comment est-ce qu'elles passent, quels sont les profils auxquels elles ont besoin. Sur les 2 dernières années, est-ce qu'elles ont embauché, est-ce qu'elles cherchent à embaucher, est-ce qu'elles ont perdu du personnel, pourquoi est-ce qu'il est parti, quelle est la pyramide des âges, comment elles s'adaptent aux nouveaux besoins du marché et des technologies, quelles sont leurs gestions RH. Donc vraiment tout un panel très détaillé pour chaque entreprise. On s'intéresse d'abord à l'entreprise avant de s'intéresser finalement aux candidats potentiels, ou on fait les deux choses en même temps ? On s'est d'abord intéressé aux entreprises parce qu'on a besoin de l'implication de l'entreprise. C'est que derrière sera donc déployé un plan d'action, mais le plan d'action, il faut qu'il soit en adéquation avec les besoins des entreprises et il faut qu'il soit co-construit avec elles. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On parle dans cette émission, elle est titrée et les ateliers, l'atelier auquel vous allez participer, on parle d'attractivité des métiers du bois. Est-ce qu'aujourd'hui, les métiers du bois sont attractifs, tout simplement ? Alors, est-ce qu'ils sont attractifs ? Oui. Je vous poserai la même question. Est-ce qu'ils attirent ? Je dirais non. Ils sont attractifs parce qu'il y a de réelles opportunités. Sur le territoire du Grand Est, il y a à peu près 8000 offres d'emploi qui sont à pourvoir chaque année. Donc il n'y a pas de doute, c'est attractif. Par contre, il y a une méconnaissance évidente des métiers de la filière. Pourtant, ils sont très diversifiés, ils sont accessibles à des niveaux très différents. Et puis, je pense qu'on s'en fait aussi une image qui est désuète. Monsieur Triboulot, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est-à-dire que ça reste des métiers physiques, ça reste des métiers qui peuvent être difficiles, même s'ils sont très variés. Mais par contre, ils ont une image qui leur colle à la peau, qui est plus, on n'est pas le bûcheron avec sa veste à carreaux. Je vais prendre un autre secteur que je connais bien, qui est celui du bâtiment et de la construction. Et
en dehors de la construction bois. Quand on parle de maçonnerie ou de choses comme ça, clairement, il y a des difficultés aussi là pour rendre attractifs les métiers. Est-ce qu'on on est au même niveau? Moi, j'avais l'impression que le bois était quand même quelque chose où on avait envie d'aller. De ma petite lucarne d'en haut. Je pense que le travail de la matière vivante qu'est le bois fait qu'il y a un côté noble à la chose. Et puis, c'est vrai que chez beaucoup de personnes, et je pense que ça a été amplifié par la pandémie, il y a une recherche de sens dans le quotidien. On se lève tous les jours, on va travailler, on a envie que tout ça ait du sens. Donc, il y a un questionnement. Après, entre la phase de questionnement et de j'entre en formation et je suis capable d'être opérationnel dans l'entreprise, il y a aussi un temps qui se passe. D'accord. Parce que, je reprends cette idée-là. Mes collègues journalistes qui ne sont pas dans la partie bâtiment construction nous présentent souvent un jeune ingénieur qui va repartir et faire, par exemple, de la menuiserie ou de l'ébénisterie. Alors, c'est toujours les mêmes métiers. C'est jamais aller en forêt couper un arbre. Mais est-ce que ça contribue à l'image ou finalement ça n'y contribue pas? Je pense que ça contribue à l'image. Évidemment... mais on n'a quand même pas idée de la diversité des métiers qui existent et de ce que ça implique. Donc oui, on trouve ça très bien de travailler en forêt, mais est-ce qu'on les connaît vraiment, ces métiers ? Alors, je vais donner la parole à votre voisin. On reviendra après. Je voudrais que vous nous citiez des exemples concrets de ce que vous faites. Mais on va rester un peu sur les diagnostics. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous vouliez parler des ingénieurs, mais plus globalement sur cette attractivité d'abord des métiers du bois. Pourquoi ces métiers aujourd'hui ne sont plus attractifs alors que peut-être ils l'étaient davantage il y a une trentaine d'années? Le propos, c'est pas de dire qu'ils sont plus attractifs. Le propos, c'est de dire qu'ils sont dans aucun radar. C'est-à-dire qu'il n'existe dans les indicateurs classiques, pour les jeunes qui cherchent de l'orientation, il n'existe nulle part, ou alors à la marge. Le problème, et tu l'as parfaitement dit, c'est pas le problème de l'attractivité en nombre d'emplois. Des emplois, il y en a, en quantité. C'est pas ça le souci. Mais le souci, il faut se mettre à la place d'un jeune. Je vais prendre deux exemples, 15 ans, 18 ans et après. À quoi il rêve, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? Influenceur à 15 ans. Ouais, c'est déjà difficile. Alors, il y a des études très sérieuses qui ont été faites, et il y en a une première qui est assez intéressante. Alors, j'ai plus les références ici, parce que c'est écrit tout petit, pas. Elle date de 2019, et elle analyse les desiderata des jeunes de 15 ans. On demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie quand tu seras grand. Il arrive très globalement en tête, mais de très loin, les carrières. Je veux être médecin, en gros c'est ça. Il y a d'autres choses qui sont dominantes, c'est dans le domaine du juridique. Je veux être avocat, je veux être commissaire de police, je veux faire des choses comme ça. Et arrive seulement en 4e position, alors je prends cet exemple-là parce qu'il me concerne, c'est globalement je veux être ingénieur. Mais très après tout le reste. Et quand on affine sur cette notion d'ingénieur, c'est pas ingénieur dans les industries du bois, c'est dans le domaine très précisément de l'informatique. Après, quand on va fouiller dans ces desiderata des jeunes de 15 ans, on retrouve éventuellement un item qui peut être intéressant, mais cet item, là encore, quand on l'analyse dans le détail, c'est « je veux travailler dans le domaine de la communication », ce que vous faites, ou de l'audiovisuel, voilà. Donc, déjà, ce premier radar-là, la filière forêt-bois, totalement absente. Mais totalement absente, on n'en parle même pas, elle n'existe pas. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ces réponses-là des jeunes de 15 ans, elles ont très peu évolué. Elles ont évolué à la marge au cours des 15 dernières années. On est toujours autour de ça. Un autre indicateur qui est intéressant, même si on en dit beaucoup de mal, c'est Parcoursup. Parcoursup, ça permet de voir quels sont les choix principaux des gamins. Ce qu'ils demandent, ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire. Alors, là encore, c'est assez édifiant. Vous en avez 50% qui cochent dans les premiers choix de Parcoursup des carrières qui les destinent au monde de la santé, globalement. 15%. En deuxième position, vous avez dans le domaine du commerce 30%. Ça fait déjà 80%. Après, vous rajoutez le domaine du droit à 17%, puis un tout petit bout, là, un tout petit bout, pour des gens qui veulent faire, globalement, de l'ingénierie ou quelque chose qui ressemble à ça, à travers des DUT ou éventuellement à travers des BTS ou alors à travers des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, ça veut dire que notre vivier, il est tout petit, ça c'est une chose, et notre activité forêt-bois, elle est totalement en dehors des radars. Alors, je précise encore un truc qui est important. Alors, c'est pour ça que je voulais un peu parler des ingénieurs, parce que j'ai passé ma vie dans les écoles d'ingénieurs, mais on parlera aussi des autres secteurs si vous le souhaitez. Les papas, les mamans,
les gamins, ils regardent aussi dans les écoles d'ingénieurs le classement des écoles d'ingénieurs. Hein, il y a l'étudiant. Oui, c'est ça. Il y a tous les journaux qui sortent, on regarde. J'ai des amis qui sont dans plein Parcoursup en ce moment avec leurs enfants, et c'est la première chose qu'ils regardent. Hein, oui, alors il y a 3 formations qui sont identifiées dans les classements. Il y a globalement la formation forestière qui est noyée dans AgroParisTech. Donc comme elle est noyée, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc celle-là est relativement bien placée. AgroParisTech est dans les 30, 40 premières écoles d'ingénieurs ou considérées comme telles. Mais vous prenez les 2 écoles, qui sont les 2 écoles très clairement identifiées sur le secteur du bois, de la transformation du bois. Hein. Vous regardez leur classement, alors des fois c'est un qui est devant l'autre et réciproquement, mais c'est pas exactement la dernière place, mais c'est dans les 10 dernières, sur à peu près les 200 écoles. Parce que les critères ne sont pas adaptés ? Alors pourquoi ? On peut se poser la question. Il y a un critère qui est important, il faut le dire aussi, en particulier aux gens qui sont présents au salon, c'est que moi, dans une de mes responsabilités universitaires, j'ai eu la charge de toutes les écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine. Donc il y avait 11 écoles d'ingénieurs dans des domaines très différents. La plus prestigieuse de ces 11, c'était incontestablement l'école des mines de Nancy. Et puis il y avait l'ENSAIA qui fait dans l'agronomie, l'ENSIP qui fait dans le bois, l'ENSIC dans le domaine de la chimie, j'en passais des meilleurs. Quand j'étais directeur de cette organisation des écoles d'ingénieurs à l'Université de Lorraine, on regardait tous les ans les salaires à l'embauche, hein, pour les jeunes ingénieurs débutants. L'écart à l'embauche, hein, pour un jeune ingénieur qui a fait, comme tous les autres, un parcours... Qui a fait son parcours normal. Il y a un écart de salaire entre l'école des mines, qui a le salaire le plus élevé, et l'ENSTIP, qui a le salaire le plus bas, de 43%. 43%, ça pèse un petit peu, quoi. Voilà. Donc l'attractivité, c'est aussi le salaire. Aussi, mais moins aujourd'hui. Peut-être qu'on y reviendra, parce que ça pèse beaucoup moins dans le choix des élèves. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément encore, qui est incontestable, nos entreprises, elles ne sont pas à la ville, elles sont à la campagne. Hein, et l'aspect activité, ça peut être un élément d'attractivité, mais ça peut être aussi un repoussoir pour plein d'autres choses. J'avais l'impression que tout le monde voulait repartir à la campagne. Ouais, ça, tout le monde veut vivre à la campagne. Il y a eu un petit effet après le Covid, mais avec la crise de l'énergie et des transports, je peux vous dire que ça va pas être comme ça, hein, que les choses vont se passer. Donc voilà des éléments qui font, pour conclure, le problème, c'est qu'on est totalement absent des radars aux moments cruciaux où les jeunes doivent choisir au moment des choix. Et rien ne nous aide. Après, on verra. Hein, je vous poserai la question de qu'est-ce que vous proposez, évidemment. Mais on va revenir vers vous. Déjà, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Vous ne travaillez pas tout à fait sur le même public. Est-ce que vous faites le même constat ? Oui, je fais le même constat. Après, là, on évoquait les écoles d'ingénieurs, donc ça va être un public qui va être assez différent de celui que moi je vais croiser parce que l'ingénieur va mieux connaître le parcours pour pouvoir s'orienter en fait. Au niveau orientation, va mieux maîtriser les codes. Moi, je m'intéresse à un public qui est très différent, c'est-à-dire que dans les animations qu'on peut proposer justement sur la promotion des métiers du bois, on s'adresse à la fois à des jeunes des missions locales, parce que je travaille dans une maison de l'emploi et c'est une structure sœur de la mission locale, des personnes qui sont en service civique, des demandeurs d'emploi qui viennent de Pôle emploi, des personnes en insertion qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, et puis des gens qui se posent juste la question, je recherche du sens à mon travail, j'aimerais avoir des informations. Et puis, autre cible non négligeable, ce sont les prescripteurs de l'emploi. Ce qu'on appelle les prescripteurs de l'emploi, c'est un conseiller mission locale, un conseiller Pôle emploi, c'est un conseiller d'orientation. Parce que ces gens-là également ne connaissent pas bien finalement les métiers du bois. C'est ça. Et vu que ce sont les premiers relais dans l'orientation, si eux ne connaissent pas la filière, ils ne peuvent pas derrière envoyer des personnes qui s'intéressent à ces métiers-là. Je vais vous demander 2 ou 3 actions concrètes que vous faites justement, que vous menez pour faire connaître ces métiers, pour les rendre attractifs. Expliquez-nous comment vous travaillez. Alors concernant l'orientation, puisque c'est l'un des axes de travail d'Arborescence, on a organisé en novembre 2021 le mois du bois. On a décidé de mettre la lumière en fait sur les métiers de la filière durant une période un petit peu plus courte. Et dans les actions, il y a eu des visites d'entreprises, des visites de centres de formation, des visites de chantiers, pour que les personnes, donc tant les demandeurs d'emploi que les prescripteurs, puissent juger par eux-mêmes. Ils vont directement sur place, ils voient quelles sont les conditions de travail, quel est le quotidien, et ils leur posent directement des questions, plutôt que de se référer à des fiches métiers qui sont souvent qui n'ont pas été réactualisées depuis très longtemps. Voilà. Après, on a organisé également, par exemple, des ateliers de plantation animés avec l'ONF.
ouvert au grand public, donc là organisé durant les vacances scolaires, ce qui fait que les familles ont pu venir, et puis un peu sous le prétexte de découverte du patrimoine naturel local et puis le côté ludique de la plantation. Et c'était aussi parler des métiers, parler des effets du changement climatique, donc les thématiques étaient très différentes. Et puis on organise aussi des ateliers toucher du bois, là c'est des jeunes qui sont en prépa métier, donc qui se posent déjà des questions et qui sont ouverts à découvrir différentes choses. Ils se rendent dans un centre de formation et puis ils réalisent une petite pièce de bois parce qu'on sait que la vocation, elle naît aussi du toucher et que là, on parle d'une matière vivante qu'est le bois, donc autant en profiter. Vous avez un peu de recul déjà par rapport à tout ça. Est-ce que vraiment ces actions aujourd'hui montrent que peut-être il y a plus de gens qui se dirigent Alors, on n'a pas encore assez de recul. Une meilleure conséquence. Vous n'avez pas encore fait de recul. On n'a pas encore assez de recul. Il nous faudrait 1 an de recul, en fait, pour réellement s'implanter dans les systèmes de formation qui suivent et donc savoir s'il y a réellement des personnes qui rentrent en formation. Au niveau des prescripteurs, je ne doute pas qu'il y ait une meilleure connaissance de la filière et je pense qu'elle reste à développer. Mais par contre, il nous faut davantage de recul. Après, on a d'autres initiatives au niveau de la formation également. Alors, merci de voir. Je suis obligé de vous interrompre. On reviendra l'année prochaine ou dans 2 ans pour faire un petit bilan. C'est assez intéressant, je pense. Dites-nous, vous, les solutions que vous voulez apporter à ce problème, et notamment par rapport aux ingénieurs. Enfin, les solutions. Ce n'étaient pas les solutions, mais en tout cas les actions qu'il faudrait mener selon vous. Non, je ne veux pas focaliser sur les ingénieurs. Mais je voudrais insister sur un point qui est le nœud du problème. C'est le problème de l'éducation au sens le plus générique du terme. Dans le rapport Catelot, il y avait la recommandation numéro 14, je la connais presque par cœur, qui tendait à demander à ce qu'on introduise dès le primaire, dans la formation de nos gamins, la formation sur la forêt et le bois. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'arrivera à rien résoudre du tout de mon point de vue. Je prends un secteur, et qui n'est pas du tout celui des ingénieurs, celui des ETF. Des gens qui travaillent en forêt, les bûcherons, les débardeurs, etc., etc. Comment voulez-vous attirer des gens dans ce métier-là, alors que, globalement, la société, aujourd'hui, est en train de se radicaliser contre ce secteur professionnel. Des bûcherons qui sont insultés en forêt aujourd'hui, c'est pas tous les matins, mais presque. Des bûcherons dont les machines sont sabotées, c'est pas tous les matins ou presque. Donc il y a une espèce de profession maudite. Et pour expliquer que le travail du bûcheron, sans les bûcherons, ici, il ne se passe rien, quoi. Faut en avoir conscience. Donc, il y a déjà un objectif qui est simple, qui est peut-être caricatural, mais moi je considère qu'il est fondamental, c'est qu'il faut que la société se mette à aimer les bûcherons. Quand on aura déjà réussi ça, et ça c'est de la pédagogie, on aura déjà avancé. Arrêter la radicalité, mais bien sûr. C'est peut-être aussi dans les 2 sens. Oui. Mais ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Mais de la pédagogie à la base. Il faut donner les bons éléments. Il ne s'agit pas de faire de la propagande. Moi, je ne crois pas une seule seconde aux spots de télévision qui vont nous aider. Venez chez nous, il y a du feu. Ça me fait penser à l'image que j'avais quand j'étais gamin à l'école primaire de mon village. Il y avait le sergent recruteur, il faisait signer sur un tambour, il offrait un poulet puis une bouteille de vin. Engagez-vous. Ça ne marche pas, ça. C'est pas ça. Il faut que les gens comprennent qu'on est dans quelque chose d'essentiel, quelque chose qui est fondamental pour la société, dans le domaine de la construction en bois. Et ça, c'est un travail de pédagogie intense, fondamentale. Et tant qu'on n'aura pas réussi ça, on sera illisible et incompréhensible au moment où les jeunes seront en capacité de choisir un avenir professionnel. Le jour où on mettra en avant le rôle essentiel pour la société, pour la planète, pour l'humanité, du travail de bûcheron en forêt, on n'aura plus ce regard que porte la société sur ces gens-là. Et vous ne pensez pas que des événements comme celui-ci, ils sont médiatisés à leur petite échelle, il y a quand même des gens qui viennent, il y a quand même des élèves, je vois passer là dans les allées des jeunes gens, des jeunes filles. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que... Ils sont déjà conquis, ceux-là. Ils sont déjà conquis, c'est pas ceux-là qu'il faut aller convaincre. Pas ceux-là. Vous savez, il y a quelques années, quand on a installé le forum devant le centre Jean Prouvé, c'était pas cette année, c'était une des éditions d'avant. Il y a des Nancéens qui se promenaient dans la rue, qui ont crié au scandale. Parce qu'on avait coupé des arbres. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, ce problème d'image, ce problème du rapport, qui est un rapport très profond de la société vis-à-vis de la forêt et du bois, qui est la seule façon, c'est de couper les arbres. C'est l'équation sans solution aujourd'hui. Comment construire davantage en bois sans couper les arbres? Mais le nœud du problème, il est là. Après, une fois que ça aura été expliqué, le reste va couler de source. Donc ça veut dire
aller en forêt quand on est enfant. Mais ce que vous dites, c'est parfaitement ça. C'est sans doute là, et ça, c'est de l'éducation. Et c'est ça qu'il faut multiplier. Petit. Il faut commencer petit. Et il faut bourriner chez les jeunes. On parle de forêt, donc le côté ludique, c'est hyper facile de le faire en forêt. Donc la pédagogie, elle vient avec. Vous le ressentez, ça, cette mauvaise image que peuvent avoir parfois des métiers comme ceux-ci Ah oui. Oui, sans aucun doute. Alors déjà, il n'y a pas de doute justement sur le fait que les ETF ne trouvent pas de main-d'œuvre. Mais aussi, non, on ne va pas s'intéresser au métier du bois. C'est difficile, il faut travailler dehors. Et puis, je vous dis, il y a le côté, le bûcheron, le stéréotype du bûcheron. Donc, le stéréotype du bûcheron canadien, ça fonctionne plus. Le Golgoth dans sa forêt, voilà. Il faut le faire aimer. Faut le faire aimer. Moi, j'adore les bûcherons canadiens. Et puis, il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est facile de dire on a un problème pour recruter des gens. Donc, on va créer un nouvel établissement, une nouvelle école, un nouveau truc. Ça résout, le remède sera pire que le mal. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas ça. Les outils de formation, ils existent. Les emplois, ils existent. Le problème, c'est les gens qu'on fait rentrer dans les outils de formation. Et ça passe par un changement profond de la société vis-à-vis du secteur qu'est le nôtre. Ici, c'est le bonheur. Tout le monde est convaincu. Essayez de rencontrer quelqu'un qui l'est pas. Ça n'existe pas. Mais allez dans la rue, vous verrez que c'est différent. C'était votre mot de la fin. On arrive à la fin. Juste votre mot de la fin à vous par rapport à cette problématique. Une note positive, s'il vous plaît. Alors, mais positive, moi j'ai envie de dire tout simplement à toutes les personnes qui s'interrogent plutôt aujourd'hui sur leur carrière professionnelle, qu'elles s'intéressent un tout petit peu sur les métiers de la filière bois. Ils sont tellement différents, ils sont tellement diversifiés, ils sont tellement accessibles, comme je disais, à tous les niveaux, qu'il y a nécessairement un métier dans lequel on peut se sentir bien et dans lequel on peut se sentir utile. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous parler de l'attractivité des métiers du bois. On aurait pu faire beaucoup plus long, mais voilà, c'est comme ça. On se retrouvera peut-être dans 1 an ou 2 pour en reparler, pour voir si ça avance. Une émission à retrouver sur le plateau de Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Bois Construction, bien sûr, et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venus jusque-là.